Bonjour. Alors, moi je vais vous présenter aller plus loin avec le JMS Serializer. Donc, je vais faire une petite présentation. Je m'appelle Adrien Brault, je suis étudiant à Supinfo Paris. J'ai le super badge certifié. Il faut que vous alliez tous demain, c'est super cool. Et je suis sur Twitter, GitHub, partout, sous Adrien Brault. Donc, le JMS Serializer, c'est une librairie qui permet de serialiser, déserialiser simplement des données en XML, JSON et YAML. Et donc, quand on dit facilement, c'est-à-dire qu'on a un objet utilisateur, on l'instancie, on récupère une instance du serializer, on serialise et ça marche. On a quelque chose de tout à fait correct. Ça marche également en JSON et on peut le faire en YAML aussi si on veut, si ça nous intéresse. Du coup, c'est super simple. Si on veut, on peut aller plus loin dans la serialisation. Donc, ce qui peut nous intéresser, c'est de modifier la représentation de notre donnée en XML, en JSON, etc. Et donc là, dans notre exemple simple, on va dire qu'en XML, on veut que l'élément root utilisateur, c'est plus entry, ce soit user. On va également vouloir que notre ID, ce soit un attribut XML parce que c'est plus stylé. On peut changer le nom de l'attribut. La propriété username, on va la laisser comme elle est. Et le password, on va l'exclure parce que laisser des mots de passe, donc même hachés ou peu importe, dans les données serialisées, c'est pas cool. Et donc du coup, on serialise et ça fonctionne. Et donc en fait, moi je pense que cette utilisation du serializer, c'est celle que la plupart de ces utilisateurs a. Donc c'est-à-dire que on met des annotations sur nos entités où on utilise une configuration YAML et on utilise ça dans un contexte d'API où on veut renvoyer des données en JSON ou en XML. Et donc rien que ça, c'est assez cool. Mais on peut arriver sur des problématiques qui nous feraient nous éloigner du serializer ou faire une solution custom. Mais il y a des solutions, on verra plus tard. Donc déjà, on va voir les nouveautés sur le JMS Serializer. Donc à la base, c'est un bundle qui existe depuis longtemps. Et donc depuis récemment, c'est disponible en une librairie. Donc c'est-à-dire que auparavant, par exemple, les gens qui utilisaient Silex, ils devaient faire des trucs un peu compliqués pour s'en servir. Et maintenant, on a juste on a un builder qui nous permet de créer le serializer et toutes ses dépendances comme on veut. Donc ça, c'est depuis la 0.11. Donc ça, c'est BC Break, vu que si vous utilisez les annotations, au lieu d'avoir JMS Serializer Bundle / annotation, vous avez JMS / Serializer. Également, changement aussi dans la façon dont on utilise, dont on configure le serializer pour serialiser. Auparavant, on s'était la version sur le serializer, on s'était les groupes, on mettait tout un tas de paramètres, et désormais on doit passer un contexte ou non au serializer. Donc maintenant il a plus d'état et je pense que c'est plus simple à utiliser dans des cas où on est en dehors d'un cas où on serialise juste une donnée et c'est fini. Également, et ça je pense que c'est une des nouveautés les plus utiles, on peut avoir plusieurs stratégies d'exclusion en même temps. Donc pour rappel, les stratégies d'exclusion, c'est par exemple, on va dire que ma propriété photo, elle va être disponible à partir de la version 2, et avant la version 2, elle ne sera pas affichée. Et donc du coup, quand vous avez une API et que vous changez, vous incrémentez les versions, vous pouvez permettre, ça vous évite de renvoyer des données ou de retirer des données que les gens ont besoin. Et pareil, les groupes, le cas le plus courant, c'est imaginons que vous avez une liste de données à renvoyer. Dans cette liste, vous allez vouloir renvoyer
seulement le nom de l'utilisateur, sa photo et éviter tous les détails. Et d'un autre côté, si vous voulez juste renvoyer l'utilisateur pour représenter son profil, par exemple, là, vous allez vouloir renvoyer toutes les données. Et en fait, c'est possible de gérer ça avec des groupes. Et donc, du coup, maintenant, on peut faire les deux. Également, depuis la version 0.10, on a un event dispatcher dans le serializer. Donc le serializer de base, il avait quelques points d'extension. Maintenant, on a en plus l'event dispatcher qui permet de résoudre d'autres problématiques. Bon, avant que j'entre en détail dans les nouveautés et les choses qu'on peut faire pour éviter de se retrouver bloqué avec le serializer, petite astuce. En général, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font un bundle séparé pour faire tous vos contrôleurs qui sont liés à votre API, stocker tous vos formulaires et ainsi de suite. Et en fait, c'est possible de configurer le serializer pour qu'il aille chercher les métadonnées dans le dossier de votre API bundle. Donc, en le configurant comme ça, c'est possible d'avoir un bundle web, donc qui représente votre site web, avoir un bundle API, et que votre bundle web ne soit pas impacté par vos besoins d'API. Donc là, on va rentrer un peu en détail sur la façon que le serializer a de fonctionner. Donc, c'est une sorte de truc UML pas très sexy, mais globalement, le serializer, quand vous l'utilisez, vous partez du haut, vous utilisez seulement le serializer et vous utilisez soit serialize ou soit deserialize. Et le serializer, lui, il fait deux choses globalement. Il parcourt votre graphe d'objets. Donc c'est-à-dire que si notre utilisateur tout à l'heure, il va voir que c'est un objet, il va rentrer dedans, il va voir qu'on a le username, le password, ainsi de suite. Et en fait, ça va être le rôle du graph navigator. Le rôle du graph navigator, ça va être de parcourir votre graphe d'objets. Et au fur et à mesure de son parcours, lui, il va prendre des décisions en disant là, je suis sur la propriété password. L'utilisateur, il m'a dit que ça ne devait pas être inclus dans la sérialisation, donc ça, je le passe. Ou s'il y a des groupes qui disent qu'il y a des propriétés qui sont exclues, des versions, ainsi de suite. Le graph navigator, son rôle, c'est de parcourir votre graphe d'objets. Et en fait, il va fonctionner avec un visitor, qu'on voit en dessous. Le visitor, lui, c'est lui qui est responsable de créer votre donnée sérialisée. Donc imaginons que vous vouliez sortir du JSON, vous allez avoir un JSON serialisation visitor. Et par exemple, quand vous allez rentrer dans un objet, lui, le graph navigator, il va dire au visitor d'écrire un objet en JSON. Ensuite, le graph navigator, il va rentrer dans une propriété. Le visitor, lui, il va commencer à écrire votre propriété en JSON. Et en fait, il faut bien comprendre que la relation entre le graph navigator et le visitor, c'est ça. C'est-à-dire que le graph navigator, il parcourt vos objets et il donne des ordres en gros au visitor pour votre sortie. Donc, le visitor, il a quelques méthodes de base. Donc, on va l'appeler quand on va vouloir écrire une string, on va l'appeler quand on va vouloir écrire un tableau, rentrer dans un objet, rentrer dans une propriété, ainsi de suite. Et selon les visiteurs que vous allez avoir plus de choses possibles. Donc, par exemple, en JSON, si vous êtes en train d'étendre le serializer, sur un event, par exemple, vous allez pouvoir ajouter des données. Ou si vous êtes avec du XML, vous allez pouvoir toucher au DOM directement. Et donc, en haut à droite, on voit que le graph navigator, il est relié entre autres à l'event dispatcher, au handler registry interface, qui en gros sont responsables de changer la façon dont il sérialise par défaut, où il est seulement avec le visitor. Donc ça, c'est ce qui sera intéressant pour nous après. Donc si on imagine qu'on a un objet post qui contient, qu'on a un graphe d'objets, quand on va serialiser ça, on va appeler le serializer, on va lui dire de serialiser. Ensuite, il va déléguer le travail au graph navigator. Le graph navigator, lui, il va voir que c'est un objet.
et il va dire au visiteur, ok, c'est un objet, écris-moi un objet sur ta sortie. Le Graph Navigator, ensuite, il va voir qu'il y a une propriété title, il va dire au visiteur, ah, écoute, voilà, écris la propriété. Ensuite, il va dire, écris le contenu de la propriété qui est une string. Ensuite, le Graph Navigator, il passe à la suite, il va tomber sur une propriété tag, il va dire au visiteur, voilà, t'écris une propriété tag. Ensuite, il voit qu'il y a un array, il va dire au visiteur, écoute, moi je suis dans un array, tu commences à m'écrire le contenu du tableau. Pareil, c'est un objet, le Graph Navigator il va dire au visiteur qu'il faut commencer à écrire un objet, ainsi de suite. Et donc il y aura aussi des moments où par exemple, on va sortir du tableau. Là, ça va le fermer. On va sortir de l'objet, ça va le fermer. Et ça aussi, c'est pour les objets. Quand on sort d'un objet, c'est le navigateur qui dit au visiteur, écoute, on vient de sortir d'un objet, tu me fermes l'objet. Donc, du coup, le premier point d'extension qui existe sur le JMS Serializer, ce sont les handlers. Les handlers, globalement, ça permet de remplacer le rôle du Graph Navigator quand on sérialise une certaine donnée. Donc, le JMS Serializer, lui, par défaut, s'il fonctionnait sans handler, si vous sérialisez une datetime, le problème, c'est que le datetime, il n'a pas de propriété en soi, et que du coup, il vous sortirait un objet vide. Ou si on imaginait que le datetime, il avait des propriétés pour le timestamp, l'année, le mois, le jour, lui, le serializer, il ferait bêtement la translation des propriétés sur votre sortie. Et donc, un exemple de handler, c'est le datetime handler. Lorsque le Graph Navigator il tombe sur un datetime, il sait qu'il y a un handler qui est responsable de sa serialisation. Donc lui, il va pas le parcourir. Il va déléguer ce traitement au handler. Et le handler, lui, il va interagir directement avec le visiteur. Et c'est lui qui va dire, bon, le datetime, c'est juste une string, je te le formate et je te l'envoie. Donc, premier exemple, imaginons qu'on a un pager Fanta, parce que c'est cool pour la pagination, et qu'on veut serialiser le résultat en JSON. On pourrait faire pager get current results sur le serialize. Au lieu de passer simplement le pager, on pourrait lui donner l'array. Ça fonctionnerait. On aurait juste un tableau en sortie. Mais l'avantage du pager Fanta, c'est qu'on a la page courante, le nombre de pages, ainsi de suite. Et ça, typiquement, c'est des choses qu'on a sur nos pages web. Donc, quand on utilise un pager Fanta, on va avoir il y a la page 1, la page 2, la page 3, et ça va jusqu'à la page 30, par exemple. Sinon, on veut ça sur notre sortie. Si on sérialise le pager par défaut, on a ça. Et ça, c'est vraiment chelou, quoi. Enfin, en fait, là, le serializer, il a juste suivi son rôle, c'est-à-dire qu'il a pris le pager, il a pris toutes ses propriétés, il les a serialisées, et ainsi de suite. Et là, entre autres, on a un gros problème, entre guillemets, c'est qu'il a serialisé l'adapteur. Et là, dans notre cas, l'array adapteur, il n'y a pas trop de problème, on a l'array directement. Mais si on imagine que vous avez un doctrine ORM adapteur ou quelque chose qui finit sur une référence d'une connexion ou une chose comme ça doit pas être très cool. Et donc nous, on aimerait, lorsqu'on serialise le pager, avoir une sortie qui soit entre guillemets équivalente à ce qu'on aurait sur une page web, où on aurait les résultats de notre page, sur quelle page on est, le nombre de pages et combien il y a d'éléments dans notre collection. Donc là, en fait, on va écrire un handler. Donc on va écrire une classe qui sera responsable de la sérialisation des pager Fanta. Donc au même titre qu'il y a le datetime handler qui lui prend le relais sur la sérialisation quand il y a un datetime. Nous, on va faire un handler qui prendra le relais sur la sérialisation quand il y a un pager Fanta. Donc du coup, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus classique, on va dire, c'est d'implémenter l'interface Subscribing Handler Interface.
Ça fonctionne un petit peu comme les event subscribers avec Symfony. Donc il faut qu'on renvoie un tableau qui contient plein de tableaux qui décrivent tous les cas qu'on prend en compte. Donc là, en fait, on prend un cas qui fonctionne dans la serialisation, quand on est dans le format en JSON, quand c'est un PagerFanta qui est serialisé, et ça appellera notre méthode serialize2JSON. Il y a certains paramètres qui sont facultatifs. Par exemple, le format, là on précise le JSON, mais on pourrait ne pas mettre de format. Et notre méthode serait appelée dans tous les cas. Par exemple, en JSON, YAML et XML. Et donc du coup, ici, on va recevoir certains paramètres. Le premier qu'on va recevoir, c'est le visiteur. Parce que le visiteur, c'est avec lui qu'on interagit pour écrire sur notre sortie, écrire en JSON, écrire en XML, ainsi de suite. Ensuite, on va recevoir notre objet, dont on prend la responsabilité de la serialisation, le type et le contexte. Le contexte, si vous vous rappelez, c'est le contexte qu'on passe au serialiseur qu'on serialise, qui contient par exemple les informations, en quelle version on est, quels sont les groupes qu'on utilise. Et il contient d'autres infos qui est lié à la serialisation. Par exemple, le contexte qui vous permet de... Vous pouvez savoir par exemple à quelle profondeur vous êtes dans la serialisation. Par exemple, vous pouvez savoir que vous êtes au niveau 5 de votre arbre et que par exemple, là vous n'allez pas mettre toutes les données. Vous pouvez faire des choses comme ça. Vous avez également accès à une pile d'objets, donc les piles des objets que vous avez visités dans le graphe. Donc c'est-à-dire vous pouvez savoir que le premier objet que le serialiseur a commencé à serialiser, c'est un post. Ensuite, il a serialisé, on va dire, un tableau d'auteurs. Et ensuite, c'est les auteurs. Enfin, ce sera juste une pile. Et donc du coup, là dans notre cas, ce qu'on fait, c'est qu'on n'interagit pas avec le visiteur, on interagit avec le navigator, donc le graph navigator, l'objet qui est responsable de parcourir votre graphe. Et en fait, on dit juste au navigator accept, on appelle la méthode accept. Et en fait, la méthode accept, c'est la méthode qui est appelée quand vous faites serialize. Et la méthode accept, ça dit basiquement au navigateur, écoute, je vais serialiser des données, prends ça et débrouille-toi et vois avec le visiteur après. Et donc du coup, là en gros, on dit que dans notre serialisation, on remplace l'instance du PagerFanta par un tableau qui contient un élément page, pages, total, result. Et donc du coup, en fait, là quand on fait ça, la méthode accept du navigator va nous renvoyer un array. Et donc du coup, notre méthode ici doit renvoyer un array, parce qu'on prend le relais sur la serialisation en JSON et il faut qu'on renvoie un array. Ça, on peut le faire différemment. Donc, au lieu de passer par le graph navigator, on peut avoir le contrôle total de la serialisation. Et donc, là, c'est un peu plus particulier. On doit renvoyer un array à la fin. Donc là, on a notre data. Notre data, quand on le construit, c'est presque pareil que dans notre exemple précédent. Sauf que les résultats, ici, on dit au visitor que les résultats, il va devoir serialiser un array. Et pourquoi on doit lui dire ça? Parce que l'array du getCurrentPageResult, il contient des objets. Donc on va avoir notre user 1, notre user 2, ainsi de suite. Et comme cette méthode ne doit renvoyer qu'un array, si dans result ici on mettait seulement pager getCurrentPageResult, ce serait un array d'objets, et donc ce serait incorrect. Et donc ici, quand on va dire au visitor de serialiser cet array, lui, il va créer l'array, et pour le contenu de l'array, il va passer par le graph navigator qui fera ainsi de suite, qui déléguera ensuite encore au visitor. Et en fait, il y a une petite subtilité, c'est que on doit vérifier au tout début est-ce qu'on est le premier à interagir avec le visitor, parce que le premier qui interagit avec le visitor, par défaut, il y a le route qui est set sur le visitor,
Et en fait, le root, c'est ça qui est JSON en code à la fin. Et donc là, on a ça pour le JSON, c'est un peu bizarre. On sera en XML, il faudrait qu'on voit si on est le premier à interagir avec le visitor pour créer le document DOM. Sinon, si on ferait le visitor si on ferait pas le visitor cette route à la fin, notre résultat, ce serait juste le ray qu'il y a dans result. Et donc du coup, là notre handler, on peut l'enregistrer avec le builder. Vous seriez dans un contexte Symfony, vous le feriez avec un tag qui passerait par le bundle qui lui enregistrerait votre handler. Et du coup, on a notre résultat tel qu'on le voulait. Donc en fait, là ça semble pas évident de faire ça parce qu'on pourrait se dire, bon, dans mon contrôleur, je pourrais dire au serializer de serialiser un array qui contient page, résulte, etc. Le premier avantage, c'est que ça, quand on le fait dans un handler, c'est fait à un seul endroit. Vous n'aurez pas à le refaire dans tous les contrôleurs. Vous pourriez me dire que vous pourriez faire un service qui contient une méthode qui fait cette conversion. Mais le problème, c'est que vous ne pourriez l'utiliser que si vous serialiserez un pager en route de votre graphe. Donc c'est-à-dire que si vous faisiez sur votre API, vous renvoyez un ensemble de pagers, donc vous renvoyez plusieurs collections par exemple, vous devriez faire vous-même la logique du graph navigator qui dit, là il y a un array, pour chacun des éléments, je vais devoir serialiser, etc. Enfin, je vais devoir convertir, etc. Et du coup, ça marche à n'importe quelle position dans votre graphe. Donc, par exemple, vous pourriez faire un handler qui sérialise une entité à vous, que vous voudriez dans un certain format, qui serait par exemple difficile à atteindre avec les annotations du serializer, ou qui serait, vous auriez besoin de fonctionnalités que le serializer n'a pas. Donc voilà, ou par exemple que vous auriez besoin de services pour avoir votre représentation JSON ou XML de votre entité. Donc ensuite, on passe aux events. Donc depuis la version 0.10, le serializer il a des events. Il a un certain nombre d'events et ces events sont lancés par le Graph Navigator qui parcourt votre graphe d'objets. Et du coup, vous allez avoir un event juste avant de commencer à serialiser un objet. Vous allez avoir un event quand l'objet vient d'être serialisé. Et de la même façon, vous allez avoir pareil sur la déserialisation. Le serializer, lui, par défaut, il n'utilise pas les events, vu qu'il a sa logique dans le Graph Navigator. Dans le code, vous avez un event listener que vous pouvez utiliser dans vos projets, c'est le Symfony Validator Subscriber. Et en fait, lui, il va dans un contexte de désérialisation, donc vous recevez un JSON, vous voulez transformer ça dans vos objets. Lui, il va écouter sur le post deserialize, et du coup, il pourra agir sur la donnée qui vient d'être désérialisée au moment où elle a été désérialisée du JSON ou du XML. Et donc, vous allez pouvoir agir. Si par exemple, vous recevez un tableau d'utilisateurs, vous recevez un tableau avec 100 utilisateurs, à chaque fois que chaque utilisateur aura été déserialisé, vous pourrez intervenir à cet endroit-là et faire quelque chose. Et lui, le Symfony Validator Subscriber, ce qu'il fait, c'est qu'il demande au validator de valider cet objet qui vient d'être désérialisé. Et si ça ne valide pas, il lance une exception. Donc par exemple, ça vous éviterait de devoir désérialiser 1000 objets, ensuite de valider. Et ça vous permettrait aussi de valider chacun d'eux indépendamment. Donc, nous, dans notre exemple, pour souligner l'utilité des events, on va prendre un cas, on va dire classique. On imagine que sur notre site internet,
on a des utilisateurs et ils ont des photos. Et ces photos, on les stocke par exemple sur un CDN, donc c'est un autre domaine que le nom du site web. Donc nous, quand on est en Symfony, comment on fait? On configure le framework bundle, on lui dit asset base URL, on lui dit que les images seront stockées sur static.site.com. Et du coup, dans nos templates Twig, on appelle la fonction asset qui mettra le http static.site.com avant le image pass de notre user. Donc ça marche, ça fonctionne. C'est comme ça qu'on fait sur un site web. Maintenant, comment on fait si notre API elle doit renvoyer l'URL des photos d'utilisateurs en JSON ou XML? Donc ce qu'on voudrait avoir, c'est ce qu'on a en bas là. Ce que vous pourriez faire, c'est imaginer que votre user, vous allez rajouter une propriété qui contiendra l'URL avec le HTTP statique, etc. Dans votre contrôleur, vous allez set cette URL sur votre user, donc en utilisant asset helper, tout ça. Et ensuite, ça, vous allez serialiser. Donc ça, en soi, ça fonctionne. Vous avez le problème que vous devez intervenir sur la serialisation alors que c'est le serializer qui devrait le faire. Enfin, que ça devrait faire partie de la serialisation. Vous devez toucher votre classe user. Donc si vous avez un API bundle et un web bundle, là vous venez de toucher web bundle pour votre API. Donc ça, c'est pas cool. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si vous voulez renvoyer une liste d'utilisateurs? Là, le problème, c'est que vous allez devoir parcourir votre liste d'utilisateurs et pour chacun d'eux, générer l'URL vous-même dans le contrôleur ou dans un service. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une liste de postes et que chaque poste a une liste d'utilisateurs? Bon, et qu'est-ce qui se passe si vous avez des utilisateurs inclus dans d'autres entités que vous serialisez aussi sur 100 contrôleurs de votre site? Bon, là, c'est pas gérable. Et ce que vous devriez faire, enfin, ce que vous feriez dans ce cas-là, ce serait parcourir votre graphe d'objets et pour chacun des éléments, intervenir. Et encore une fois, parcourir le graphe d'objets, c'est déjà ce que le graph navigator il fait. Donc c'est dommage. Donc la solution, c'est d'utiliser un event subscriber. Donc notre utilisateur, il a une propriété ImagePath qui stocke le chemin vers l'image sur notre système de fichiers où est stockée l'image. Nous, ce qu'on fait, c'est que ça, on va l'exclure de la serialisation. Donc c'est-à-dire que ça, ce sera plus serialisé. Donc au lieu d'avoir /user/id.jpeg, et ben, ça, c'est supprimer la serialisation. On n'en veut pas. Nous, on veut l'URL complète. Donc du coup, cette fois-ci, on écrit un subscriber, comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, c'était pour faire un handler, sauf que là, c'est pour les events. Vous devez implémenter une interface, ça fonctionne un peu de la même façon. Et là, du coup, vous donnez aussi une classe, le format sur lequel vous ciblez et si vous êtes en serialisation ou pas. Enfin, l'event plutôt. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le format également ici, c'est facultatif. Donc, si vous voulez, vous pourriez faire un event qui cible le XML, le JSON, ainsi de suite. Et également, là, contrairement au handler, vous pourriez écouter les événements sur tous les objets du graphe qui seront parcourus. Donc là, dans notre cas, nous, on veut faire ça que sur les users, mais ce serait possible de faire ça sur tous les objets et ensuite de vérifier que cet objet, par exemple, implémente une interface ou de faire ça comme ça. Donc nous, ici, on va écouter pour le JSON et le XML. Du coup, notre avatar URL subscriber, on va avoir besoin du package. Le package, c'est ce qui représente au final dans Symfony l'URL que vous mettez dans asset base URL. Du coup, on va avoir notre première méthode, le onPostSerializeUserJSON. Donc ça intervient une fois que le Graph Navigator a donné toutes les instructions nécessaires au visiteur pour serialiser le contenu d'un utilisateur. Et du coup, ça intervient juste avant qu'il ferme l'objet en JSON. Et nous, à ce moment-là, on peut
on peut utiliser le visitor et on peut lui dire d'ajouter des données. Et dans ce cas-là, on va ajouter une clé avatar URL qui contiendra l'équivalent du résultat de ce qu'on faisait tout à l'heure en Twig avec asset et qu'on passait le image pass. Le add data, c'est une méthode qui est spécifique au JSON serialisation visitor. Ça, vous ne l'avez pas en XML. Et évidemment, le add data, vous ne pouvez pas l'appeler plusieurs fois, sinon c'est comme si vous écriviez dans un fichier le JSON, que vous mettez une propriété et que vous la répétiez après. Ça fait quelque chose d'incorrect et le serializer il va vous en empêcher. Et en XML, là, on interagit sur le DOM directement. On crée un élément, on lui donne avatar URL en tag. En valeur dedans, on met notre URL avec HTTP statique, tout ça. Et on l'ajoute au nœud courant qui serait le nœud utilisateur, user. Donc du coup, notre avatar URL subscriber, on l'enregistre avec le serializer de la même façon que tout à l'heure. Dans Symfony, comment ça fonctionnerait? Ce serait un service, vous ajouteriez un tag au service qui dirait que c'est un event subscriber du JMS Serializer. Là, je crée un URL package. Dans Symfony, vous récupériez le service qui correspond à l'asset URL que vous avez mis dans votre configuration du framework .templating. Et du coup, quand on sérialise, on a bien avatar URL avec le http static.site.com devant. Et du coup, ça nous évite d'impacter par exemple notre web bundle avec de la logique de sérialisation. Et deux, c'est assez simple d'utiliser des services pour ajouter des données par exemple. Donc là, pour souligner tous les exemples dont je vous ai parlé, je vais vous parler rapidement du FSCI to Bundle. C'est un bundle que j'ai développé. Et en fait, globalement, il y a des nouvelles configurations possibles pour la sérialisation. Donc avant, vous aviez plein d'annotations pour le JMS Serializer. Là, en gros, ça en rajoute. Ça rajoute de la configuration. Et le iToS Bundle, lui, il va utiliser tout ce qui est handler et event subscriber pour s'intégrer au JMS Serializer et pour pouvoir, par exemple, rajouter des liens dans votre XML ou dans votre JSON. Il y a des handlers pour gérer la sérialisation des PagerFanta. Donc, par exemple, quand vous allez sérialiser un PagerFanta, lui, il va vous mettre des liens vers la page suivante, vers la page précédente, etc. Donc là, ça peut servir dans ce cas-là. Ce qui permet aussi de faire, c'est que, imaginez que vous avez un utilisateur et que dans votre sortie API, vous vouliez que dans votre utilisateur, il y ait un des éléments qui viennent d'un service. Donc, comme tout à l'heure, on avait le avatar URL. Le avatar URL, à l'origine, c'est une donnée qui est stockée dans l'utilisateur, c'est le image pass. Mais on pourrait imaginer que vous pourriez faire quelque chose qui inclut, par exemple, vous avez un utilisateur et au lieu d'inclure dans une propriété un tableau de ses amis, et avec le bundle, il y a un event subscriber qui vous permet pour l'utilisateur de récupérer un pager de la collection de ses amis. Et du coup, ça nous permet d'avoir un utilisateur qui a une collection d'amis avec la page courante, la page suivante, etc. Et également, comme avec le JMS Serializer, on peut prendre contrôle totalement de la sérialisation. Dans ce bundle aussi, il y a un handler qui vous permet de sérialiser des form views en XML. Donc c'est-à-dire que comme ça, c'est possible d'avoir l'équivalent que vous auriez quand vous faites quand vous affichez un formulaire Symfony en HTML. Vous allez avoir des inputs, ainsi de suite, etc. Et là, ça a été possible de faire ça, mais avec le JMS Serializer. Donc c'est-à-dire que si vous avez un utilisateur en JSON, vous pouvez intégrer un formulaire qui serait pertinent dans le cas d'iToS.
Et donc du coup, si vous êtes curieux des fonctionnalités du JMS Serializer, je vous encourage à regarder le code du bundle, puisque le code que je vous ai présenté ce soir, c'est en gros une simplification des possibilités du bundle. Et donc du coup, j'ai fini, merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Ce bundle n'est pas déjà utilisé par Fausse REST Bundle par hasard? Si, Fausse REST Bundle, en fait, il vous donne des méthodes pour utiliser le JMS Serializer d'une façon plus simple. Donc par exemple, avec le Fausse REST Bundle, vous lui dites voilà ma réponse, c'est l'utilisateur. Et lui, il va s'occuper tout seul de dire au serializer, tu me serialises ça dans le bon format, par exemple le format qui est mis sur la requête. Et globalement, c'est ça qu'il fait avec le serializer. Du coup, moi j'ai une petite question. Est-ce que ton bundle, EthOS Bundle, là, est compatible avec REST Bundle? Enfin, est-ce que si je plug EthOS Bundle, j'aurai les liens, par exemple, des ressources? Oui, en fait, les deux, ils sont totalement compatibles parce que le bundle que j'ai fait, il se branche simplement au serializer en ne touchant à rien d'autre. Et lui, il ajoute une couche de configuration que vous pouvez faire sur vos classes. Donc, ça fonctionne comme la configuration du JMS Serializer, sauf que c'est, par exemple, fait dans un autre dossier en YAML et les classes des annotations, c'est différent. Et donc, du coup, vous pouvez faire la même chose, par exemple. Vous pourriez inventer des configurations que vous metteriez sur vos classes qui rajouteraient des données ou qui changeraient la façon dont c'est serialisé. Ok, parfait. Et du coup, j'ai une autre question qui est plutôt sur le serializer cette fois. Personnellement, je construis une API avec énormément de ressources et beaucoup de liens croisés, c'est-à-dire une entité avec un lien vers l'autre qui elle-même a une relation avec la première. Et on se retrouve avec énormément de groupes en fait, puisque on va avoir des choses très nestées, enfin très deep. Du coup, c'est quoi la bonne façon de faire? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là-dessus? Est-ce que c'est de mettre un groupe pour chaque entité, dire voilà, c'est mon entité user underscore details par exemple, user underscore list, parce qu'au final, nous on en arrive à avoir énormément de groupes et je voulais savoir s'il y a une bonne pratique là-dessus ou là, il y a deux choses. Il y a le cas qu'il y a entre guillemets des références cycliques, c'est ça? Ouais. Voilà. Et il y a l'autre cas où il y a beaucoup de données. Pour le cas où il y a beaucoup de données, les groupes, je pense que c'est la façon la plus simple, on va dire, de limiter ça. Sur le serializer, il y a une pull request pour ajouter une annotation sur une propriété d'un objet en disant cette propriété ne doit être ajoutée que si on est en dessous du niveau 5 dans notre graphe, par exemple. Mais ça, c'est pas mergé encore. Et pour les références cycliques, je ne sais plus comment ça fonctionne. Je crois qu'il y a eu une pull request ou que c'est déjà dedans, ou lorsqu'il y a une référence cyclique, c'est possible de le détecter et de, par exemple, juste sérialiser l'ID. Ok, très bien, merci. D'autres questions? Bon, c'est juste une petite question, je pense. C'est pour filtrer en fait au niveau du graphe navigateur pour connaître la profondeur d'un élément. Je me rappelle plus trop, mais ça m'intéresse. En fait, pour connaître la profondeur d'un élément, dans donc là, on est dans le cas d'un handler. On a directement en argument le contexte. Et le contexte, en fait,
vous avez plein de choses dessus. Et entre autres... Ah mince, désolé. D'accord. Et donc sur le contexte, vous avez une méthode getDepth, et ça vous donne la taille de la pile du nombre d'objets qui est en train d'être visité en fait. Ok. Et vous avez d'autres choses comme l'objet courant, récupérer la pile des objets visités. Vous avez un set des objets visités aussi. Ok. Pour le debug, vous pouvez avoir le chemin avec le nom des classes. Par exemple, vous allez avoir le user, il contient un post, qui contient ainsi de suite. Ok. Par exemple, vous pourriez, si vous sérialisez un user et que vous avez fait un leurre pour sérialiser votre user, que vous avez une propriété qui contient le post qui correspond au user, avec la méthode isVisiting, vous pourriez demander au contexte, est-ce que le post il a déjà été visité? Donc s'il a déjà été visité, ça veut dire qu'il existe déjà dans votre JSON ou XML, et du coup vous pourriez choisir de mettre un ID à la place ou... Ouais, ok. Ok, moi ça me va très bien. Merci. Ok, bon bah merci. Et le serializer, ça déchire. Et si vous avez des questions et que vous voulez me demander, venez me voir, il n'y a pas de souci.